Bonjour les humains, alors aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo pour parler de 150 ans de thérapie. Alors on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé depuis 150 ans, quels sont les différents courants thérapeutiques qui se sont créés, comment est-ce que les thérapeutes ont-ils compris la souffrance humaine. Alors évidemment 150 ans de thérapie en une dizaine de minutes ça va être un peu compliqué, donc je vais être assez bref, je vais essayer d'être simple. Parfois, j'aurais peut-être même un peu de caricatural, enfin être un peu caricatural, mais je vais quand même essayer de dépeindre toutes ces différentes techniques qui sont toutes encore d'actualité. Alors on commence avec l'analyse. L'analyse, c'est vraiment le fin du 19e, c'est la découverte de l'inconscient et des conflits psychiques. Avant, on pensait que toutes les maladies psychiques avaient une cause organique à l'intérieur de notre corps, mais on savait pas trop comment ça se passait. Et là, Freud, pour ne pas le nommer, a mis le doigt sur ce qu'il a appelé du coup l'inconscient. Pourquoi souffrons-nous et comment interpréter et rendre conscient ce qui ne l'est pas. Donc la technique de Freud, de l'analyse, c'est vraiment une technique où la personne parle, le thérapeute n'interagit pas forcément avec lui, ou pas beaucoup, les personnes sont souvent allongées sur un divan. C'est une technique qui est vraiment, je dirais, des grandes profondeurs. Là, on va vraiment aller chercher dans les profondeurs de son inconscient. C'est une technique dite assez longue, on peut rester 10, 20 ans en analyse. C'est un travail vraiment de beaucoup de minutie et de grande profondeur. Ensuite, nous avons le comportemental qui démarre après les années 1910. Cette fois-ci, on ne cherche pas à comprendre ce qui nous fait souffrir, on cherche plutôt à apprendre à vivre avec. L'idée ici, c'est que nos comportements sont issus d'un conditionnement et que du coup, on peut se déconditionner. Alors, un des premiers très connus, c'est Pavlov, avec les réflexes de Pavlov, que vous connaissez sans doute, avec un chien à qui on donne à manger et on fait sonner une cloche en même temps qu'on lui donne à manger. Et une fois qu'il s'est bien habitué à ça, juste le fait de faire sonner la cloche va le faire saliver et même commencer une phase de digestion alors qu'il n'aura pas du tout mangé. Donc là, on voit vraiment comment est-ce qu'on peut conditionner notre cerveau avec certains réflexes. Dans ces techniques comportementales, on est vraiment à viser de réduire les angoisses ou de l'anxiété. La première vague a vraiment été de l'ordre de la désensibilisation, c'est-à-dire que ils ont remarqué que notre cerveau humain était incapable d'être à la fois stressé et relaxé. Du coup, ils partent d'un principe avec une exposition dite homéopathique. Je prends un exemple tout simple, si j'ai peur des araignées, et du coup, on va m'exposer à une toute petite araignée tout en m'aidant à rester relaxé. Et comme j'arrive pas à faire le stress et la relax en même temps, comme c'est tout petit, je vais réussir à être relaxé et puis petit à petit, on va grossir la taille de l'araignée tout en m'accompagnant à être relaxé. Et au bout d'un moment, même avec une vision d'une grosse araignée, je resterai relaxé parce que j'aurai appris à le faire petit à petit. La deuxième vague dans le comportementalisme, là on est vraiment sur la méditation et de la visualisation positive. C'est-à-dire qu'on va mentalement essayer de changer notre point de vue face à certaines situations, face à certaines difficultés. La troisième vague, c'est avec la thérapie ACT, donc la thérapie d'engagement, d'acceptation et d'engagement, pardon, où là, on est tout à fait conscient de l'inconfort qu'on va avoir, mais on va essayer de passer outre ça pour pouvoir voir quel est notre bien ultime après l'expérience. J'ai un petit exemple qui pourrait illustrer ça de ce week-end. C'est un peu caricatural, mais je trouve que ça explique quand même un petit peu le fonctionnement. J'étais en déplacement avec ma chienne et je devais aller manger au restaurant avec des amis. Et mon premier réflexe, c'est non, je vais pas la prendre. Si jamais c'est compliqué, si elle dérange les autres personnes, si elle est pas sage. Donc voilà, tout de suite une montée un petit peu d'anxiété. Du coup, je peux faire le choix de dire ok, je la prends pas. Mon anxiété se réduit tout de suite et je peux avoir l'impression que mon problème est solutionné. Alors qu'en fait, à chaque fois que
j'aurai une invitation à manger au restaurant et que j'ai ma chienne, mon anxiété va revenir tout pareil. Donc du coup, là, la thérapie ACT, ce serait plutôt de se dire, ok, je sais que ça va être difficile, ça va me gêner, je vais pas être à l'aise, mais si je le fais et que en plus finalement ça se passe bien, et après je serai plus du tout angoissé, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma chienne, elle a 3 ans, je l'ai emmenée au restaurant, on était cinq à table. Il y avait des gens autour, elle a été adorable, tout s'est super bien passé, et du coup, comme j'ai réussi à passer ce cap-là de cette insupportable angoisse que je pouvais avoir que ça se passe mal, et finalement ça s'est bien passé, et maintenant je sais que la prochaine fois que j'aurai l'idée ou la possibilité d'aller au restaurant avec ma chienne, je le ferai sans problème parce que j'ai réussi à dépasser ça dans un intérêt ultime. Ensuite, nous avons l'humaniste et l'existentiel, qui a démarré dans les années 50. C'est une thérapie de la parole. Cette fois-ci, le thérapeute parle, interagit avec le patient, beaucoup plus qu'en analyse, du coup. Mais par contre, la posture du thérapeute est complètement différente. Là, cette fois-ci, il y a vraiment une posture empathique, avec un regard positif inconditionnel avec son patient. L'objectif des thérapies humanistes et existentielles, c'est vraiment de comprendre qui on est, quel sens a notre vie, quel rapport on a avec la finitude, avec la mort, et on est vraiment dans la considération que rien n'est figé et que nous pouvons nous actualiser et être responsables de notre état intérieur. C'est un gros changement par rapport à l'analyse, où là on pensait que c'était figé, on pouvait comprendre, réduire les symptômes, mais qu'on ne pouvait absolument pas transformer notre être, notre self. Ensuite, nous avons la traumatologie, qui a pris beaucoup d'ampleur après les guerres mondiales, mais qui existe déjà fin du 18e. Là, on est en train d'essayer de travailler sur les mémoires traumatiques. Charcot faisait déjà des expériences en hypnose pour soulager des personnes qui avaient subi des traumatismes. À son époque, c'était vraiment le balbutiement de la compréhension de ce qu'était un trauma et de l'inconscient. Charcot avait une petite fixette sur l'hystérie, mais il a quand même nettement contribué à la compréhension de la psyché humaine. Donc là, l'idée du traumatisme, c'est vraiment déjà de comprendre ce que c'est qu'un traumatisme. On est vraiment sur quelque chose qui est intensif, qui s'est passé dans le passé et qui, même aujourd'hui, qui n'est plus présent, continue à nous affecter lourdement. L'objectif des thérapies en traumatologie, c'est vraiment de dissocier le souvenir et l'émotion et de réussir du coup à gérer nos émotions et réguler notre système nerveux. Alors beaucoup d'outils sont apparus là ces dernières années. L'hypnose évidemment existait déjà bien avant, mais l'hypnose ericksonienne et toutes les autres types d'hypnose qui sont actuellement en cours ont nettement progressé. On peut parler de l'EMDR ou de la méthode mosaïque là qui est assez récente, qui est une parente de l'MDR. On peut parler de la théorie polyvagale avec le nerf vague par exemple aussi. Ensuite, nous avons l'intégratif. L'intégratif, c'est l'idée vraiment de se poser la question, mais comment est-ce que toutes ces dimensions-là interagissent entre elles ? Comment est-ce que l'inconscient peut avoir un rôle ? Comment est-ce que le comportement que j'ai peut avoir aussi un rôle ? Comment est-ce que ce que je pense ou ce que j'interprète et ce que je garde dans mes souvenirs vont influencer mes choix et mes décisions dans ma vie ? On essaye de regarder tout cela en même temps pour pouvoir avancer dans sa vie. On est vraiment sur un système, un processus. Voilà, je dirais plutôt un processus. Moi, c'est vraiment ici que je place ma pratique de Gestalt intégrative. On est sur un processus complexe et dynamique. Rien n'est figé. On peut absolument travailler dans le présent sur des souvenirs qui continuent à nous affecter dans le présent. On peut vraiment aller vers un choix, une responsabilité pour aller mieux, pour être dans un mieux-être avec soi, son environnement et le monde. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez intéressant, je trouve, actuellement, où là, on se rend compte de tout ce qui s'est passé avant et on le met pas
au congélateur, on le garde bien parce qu'effectivement ça a été très important et on va voir comment est-ce qu'on peut imbriquer tout ça pour pouvoir permettre aux personnes d'aller vers du mieux. Donc voilà, on a vu des différents points de vue qui vraiment se focalisent sur différents aspects. Toutes ces techniques sont, je le dis encore une fois, toutes d'actualité, encore peuvent toutes être utilisées. Ça va dépendre du coup de ce que vous avez envie de travailler, de ce que vous voulez faire, et on peut tout à fait aller sur une thérapie très très courte parce que le besoin est très spécifique sur un trauma, ou alors partir sur quelque chose d'un peu plus long, un peu plus complexe, avec de la thérapie intégrative par exemple. Donc voilà, les différentes questions qui sont apparues en fait pendant les 150 ans, c'est pourquoi souffrons-nous sans comprendre pourquoi, hein. Donc là, on est vraiment sur comment ça fonctionne l'inconscient, comment est-ce qu'on peut mettre conscient quelque chose qui ne l'est pas. On a eu un focal sur qu'est-ce que je peux observer de mon comportement dans certaines situations et est-ce que je peux modifier ce comportement. On a vu aussi comment est-ce que nos pensées influencent nos émotions et notre corps. Et puis on voit maintenant comment est-ce que on peut faire pour devenir plus soi-même. On a vu aussi la traumatologie du coup, ou comment est-ce qu'une expérience traumatique dépasse réellement nos capacités d'intégration et de régulation. Comment est-ce qu'on peut faire du coup pour pouvoir réguler cela et vraiment dissocier l'émotion du souvenir. Donc voilà, toutes ces dimensions interagissent entre elles et ça permet de mieux nous comprendre, de faire des choix ajustés, de réparer des fois ou de guérir et de donner un sens à sa vie en regardant tous les aspects, que ce soit des aspects biologiques, corporels, psychologiques, émotionnels, relationnels, sociologiques ou même spirituels. Voilà les humains, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des remarques si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner pour pouvoir voir la suite des vidéos. Le prochain épisode, ça sera sur l'attachement. Est-ce que nos types d'attachement auraient peut-être quelque chose à voir avec le type de relation qu'on peut avoir en amitié ou en amour? Allez, merci à vous les humains, à bientôt.